Je dirige une association reconnue d'utilité publique dans le champ social qui s'occupe de l'accompagnement post-hospitalier des personnes qui présentent un trouble de santé mentale. Je suis à Paris depuis une dizaine d'années et je vis avec une personne qui est porteuse d'une leucémie lymphoïde chronique. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir aujourd'hui témoigner de ce que je vis en tant que proche. Je vis avec une personne extrêmement pudique qui souhaite, en tout cas qui souhaitait que je puisse rester un peu à distance de cette pathologie. J'ai une formation médicale, donc j'avais bien conscience du risque, du type de pathologie dont il était probablement porteur. Évidemment, ça me faisait peur, mais donc je n'ai pas été présente au moment du diagnostic. Par contre, j'avais obtenu qu'il me tienne au courant de ce qui s'était dit pendant cet entretien. Donc j'ai eu un coup de téléphone au sortir de ce rendez-vous. Je l'ai appris par téléphone juste à la fin du rendez-vous et pour résumer, il m'a dit voilà, j'ai gagné le gros lot. Ce qui signifie entre nous que le diagnostic auquel nous avions pensé était le bon. À la fois le fait d'avoir eu la confirmation du diagnostic par téléphone, c'était très dur, et en même temps, ça a eu un avantage pour moi qui était que j'ai pu, quand j'ai raccroché, vivre ce moment. Dans l'entretien téléphonique, je dirais de la même manière qu'il était un peu moqueur en disant j'ai gagné le gros lot. Bon, il y avait quelque chose qui était à la fois violent, agressif, et puis en même temps qui essayait, je dirais, de masquer les sentiments qu'il éprouvait. De la même manière, moi j'ai au téléphone aussi tout de suite essayé de savoir au fond quelles étaient les bonnes nouvelles auxquelles on pouvait se raccrocher au cours de cet entretien. Mais après, dès que j'ai raccroché le téléphone, j'étais effondrée. Aussitôt, moi, ce qui m'intéressait, c'était les chances de survie. C'était on doit s'attendre à quoi, quel type de traitement est proposé. Je savais, j'avais une certaine idée des types de traitements qui pouvaient être proposés, et certains d'entre eux, évidemment, m'inquiétaient plus que d'autres. Donc, je voulais savoir s'il y avait déjà eu des propositions thérapeutiques qui avaient été faites et lesquelles, parce qu'elles avaient des impacts extrêmement différents sur notre relation et sur la façon dont on allait vivre la suite des événements, ne serait-ce que de savoir si par exemple le traitement allait avoir lieu tout de suite ou s'il allait être décalé dans le temps, s'il était médical ou s'il était en hospitalisation. Et toutes ces questions-là étaient pour moi importantes pour essayer de me préparer à ce qu'elles allaient générer en termes de vie pour nous deux. J'ai été très tiraillée entre le désir de respecter son désir de ne pas associer trop de personnes à ce diagnostic et mon propre besoin qui était de pouvoir en parler puisque mes lieux d'expression n'étaient pas très importants. Je ne pouvais pas en parler avec le médecin que je ne voyais pas, donc c'est vrai que quelque part moi j'avais quand même besoin de pouvoir me rassurer et puis vider un petit peu de ce stress que je portais. Et j'en ai donc pas parlé à beaucoup de personnes, mais j'en ai parlé à mes parents parce que je les savais capables de deux choses essentielles. La première, de le garder pour eux, de ne pas diffuser, de ne pas non plus surstresser par rapport à ça. Et aussi, je les savais capables de garder sur lui un regard positif et pas apitoyé. Je crois que c'est ce qu'il n'aurait pas supporté. Donc, je ne lui ai pas dit tout de suite que j'en parlais, mais petit à petit, je lui ai fait comprendre que j'en avais eu besoin et ça s'est bien passé. Quand le diagnostic a été posé, on vivait ensemble depuis 1 an. Bon, donc déjà pour moi, c'était extrêmement violent. Je veux dire, quand on s'installe ensemble, a priori, c'est pour regarder l'avenir sous un jour nouveau et réjouissant. Découvrir 1 an plus tard qu'il y a une maladie dont les conséquences ne sont pas neutres qui touchent l'un des deux, c'est quelque chose qui est difficile. Ce qui était pour moi le plus sensible, c'était la fatigue. La fatigabilité, la fatigue. C'est vrai que
J'avais des projets, j'avais envie d'installer un certain nombre de choses. Et la maladie se rappelait toujours à notre bon souvenir à travers des accès de fatigue qui étaient, qui étaient fort importants au début de la pathologie. Ils se sont un petit peu stabilisés dans le temps, mais au départ, ils étaient extrêmement envahissants. Sur ma vie au quotidien, j'évoquais tout à l'heure la fatigue. Je crois que ça, c'est quand même un des traits dominants qui a été le plus envahissant. Par exemple, de partir faire une balade et puis de devoir composer régulièrement avec des petites siestes ou des choses comme ça. Sur le reste de notre vie, non. Je pense qu'il n'y avait pas trop de choses, sauf au moment du traitement. À l'époque où les cures ont eu lieu, moi j'étais très très angoissée. C'est vrai qu'il y avait une fragilité, une sensibilité aux attaques virales. Donc par exemple, dès qu'arrivait l'hiver, je commençais à angoisser en me disant oh là là, pourvu qu'il n'y ait pas un microbe qui se promène parce qu'un rhume va tout de suite prendre des proportions pas possibles. Et je m'étais finalement organisée, y compris dans mon travail, pour pouvoir faire un peu de télétravail et être proche de lui au moment où il y avait les époques les plus sensibles. Donc j'ai un peu organisé ma vie autour de ça dans ces périodes aiguës. Sinon pour le reste du temps, non, il n'y a pas eu du tout de changement dans ma vie. Et puis sur le plan psychologique, je crois que le fait de pouvoir en parler pour moi était important, le fait d'aller chercher de l'information était important. Et le fait aussi de pouvoir en parler ensemble. Pendant la phase d'évolution de la maladie et avant le traitement, j'y pensais beaucoup plus. À l'époque des traitements, j'y pensais tout le temps. Et parce que les traitements ont été efficaces petit à petit, je sais qu'il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête, mais elle n'est plus envahissante comme elle a pu l'être. Entre le moment du diagnostic et le moment des traitements, il s'est passé 6 ans. Et bien pendant 6 ans, c'était tous les jours de se dire on sait qu'il y a ça en arrière-fond, mais on ne veut pas que la maladie vienne dominer notre vie. Et donc de pouvoir nous aider, nous supporter l'un l'autre en étant à l'écoute, en étant aimant, en anticipant les désirs, en ne râlant pas quand un coup de fatigue arrive, en étant à la fois disponible, à l'écoute et prévenant. Je crois que c'est une maladie qui m'a appris et qui nous a appris probablement à vivre le bonheur de chaque jour. Les proches ont été d'abord des soutiens pour moi. C'est-à-dire que ils avaient parfaitement conscience que même si c'est l'autre qui est malade, la personne qui vit avec le malade est elle aussi impactée par la maladie. Il y a, ce stress est différent, mais en même temps, il existe, et il existe quelquefois d'autant plus que on n'ose pas vivre ses propres angoisses parce qu'on ne veut pas les surajouter à celles que le malade supposément ou réellement vit déjà de son côté. Alors je dois d'abord dire que je suis une jeune adhérente d'une jeune association, que j'en soutiens la création parce que je pense qu'elle répond à un vrai besoin d'éléments d'information sur ce que va être notre vie au quotidien avec cette maladie. Et c'est la raison d'être de cette association SILC. Donc en adhérant, il est certain que j'attends d'avoir un certain nombre d'éléments d'information par rapport à ces questions. Les autres éléments, l'autre élément central, c'est vraiment de permettre que cette pathologie soit plus connue qu'elle ne l'est et qu'elle soit donc plus prise en compte par la recherche, donc de pouvoir, je dirais, être unis ensemble pour être plus forts ensemble et pour contribuer à permettre que les progrès scientifiques aident mon proche et tous les autres, bien sûr, à trouver les meilleures réponses thérapeutiques. On a surtout besoin d'être parfois rassuré, éclairé et écouté. Et ça fait partie vraiment, je pense, de l'aide la plus importante qu'on peut recevoir en adhérant à ce type d'association.